Alors moi, je travaille à la NPE depuis 5 ans. J'ai intégré l'agence, une grosse agence en 2001. J'y suis toujours dans une agence un peu plus petite. Et donc, je suis conseillère à l'emploi. J'ai pour ça passé un concours, puisque c'est comme ça que ça se passe en règle générale. J'ai passé un concours, j'ai suivi une formation assez longue en interne qui m'a permis de devenir conseillère à l'emploi, ce qui veut dire agent à NPE en langage courant. Et donc voilà, moi j'ai intégré l'agence au départ presque par défi et puis aussi un peu amusée en me disant bon, j'ai vu les dysfonctionnements de l'extérieur, j'ai envie de dire forcément, en tant que chômeur on constate, c'est obligé les dysfonctionnements de l'agence et donc on se dit bah chiche, peut-être qu'une fois dedans je vais peut-être pouvoir faire les choses différemment. Et puis très rapidement on s'aperçoit que ça va être très 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 difficile. Donc on fait ce qu'on peut. Et puis on reste parce qu'on se prend au jeu et parce qu'aussi l'envie d'aider. On se dit on peut peut-être quand même être utile aux gens qu'on reçoit, mais la proportion d'utilité par rapport à la proportion de cette espèce de sentiment d'extrême lassitude, bah il n'y a pas photo, hein. On se sent beaucoup plus souvent un rouage, un maillon inutile de la chaîne. Plutôt que quelqu'un d'hyper efficace et dont la société ne pourrait pas se passer. Les chômeurs qu'on dénombre et dont on parle dans les médias, ce sont uniquement les chômeurs inscrits à la NPE et en catégorie 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut donc compter dans les statistiques, il faut d'abord s'inscrire, manifester la volonté de s'inscrire auprès de la CEDIC, confirmer cette volonté auprès de la NPE, être reçu dorénavant tous les mois, être contrôlé par la NPE, par la CEDIC, mais aussi pourquoi pas par l'inspection, par la direction du travail. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Et puis donc il faut être en catégorie 1. Et des catégories, il y en a 8. La catégorie 1 est la seule dont on parle quand on parle actuellement des chiffres du chômage. Les autres catégories, elles servent à quoi? Elles servent à camoufler tout simplement la moitié des chômeurs inscrits à la CEDIC et à la NPE. Puisque en catégorie 1, on compte les gens qui sont en CDI à temps complet. Donc jusque-là, on pourrait dire c'est normal. Sauf que quand on est dans une autre catégorie, souvent on n'est pas informé qu'on a été basculé dans cette autre catégorie. Par exemple, en catégorie 2, on range les personnes qui cherchent un contrat, encore une fois, un contrat long, un contrat stable, un CDI, mais à temps partiel, à mi-temps. Donc si elles ont déjà un mi-temps qu'elles occupent et qu'elles souhaitent garder, ok, ça pourrait s'entendre, elles cherchent un autre mi-temps complémentaire. Elles n'en sont pas moins chômeuses à mi-temps. Bon. Dès qu'on est en catégorie 2, on ne compte plus dans les statistiques. En catégorie 3, on range toutes les personnes qui cherchent un emploi mais de manière intermittente, pour une période courte. Peut-être parce que par exemple, elles sont enceintes, elles vont être amenées à être arrêtées dans les 6 mois. Bon, ça c'est un cas typique, on passe en catégorie 3. On n'en est pas moins un chômeur ou une chômeuse. Bon. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a tendance à la NPE à ranger en catégorie 3 énormément de monde sans leur demander leur avis. J'ai souvenir d'un directeur qui a dit à toutes ses ouailles, vous me passerez toutes les femmes de ménage en catégorie 3. Nous, on a été extrêmement surpris, pour quelle raison? Mais on ne peut pas exercer à temps complet le métier de femme de ménage, c'est impossible. Donc, elles doivent être rangées comme recherchant un travail de manière intermittente. Et hop, toutes les femmes de ménage du département de cesser de compter dans les statistiques. Et ça, il suffit de quelques clics pour arriver à le faire en agence. C'est pas sorcier. Par contre, si l'agent veut derrière essayer de réintégrer les gens en catégorie 3, ça prend un temps considérable. Donc voilà pour la catégorie 3. La catégorie 4, c'est la catégorie dans laquelle on range les gens en stage ou en formation. Ça peut être un stage court, 2 mois, ça peut être un stage long, 1 an. Que ce soit qualifiant ou pas du tout qualifiant, les gens qui suivent des espèces d'accompagnement à moitié bidon, quelquefois, sont considérés comme stagiaires, suivant leur régime de rémunération et autres. Donc, hop, ça fait toujours 3 mois pendant lesquels on n'est pas comptabilisé comme chômeur. Ensuite, il y a la catégorie 5. J'ai envie de dire que c'est la pire, parce que c'est très difficile de connaître le nombre de personnes rangées en catégorie 5. Même nous, agents NPE, maintenant, on n'a plus accès à ces informations-là. Et on range en catégorie 5 tous les contrats aidés. Officiellement, la catégorie 5, elle a été créée pour les personnes qui occupent déjà un emploi et qui souhaitent en occuper un autre.
Là encore, on pourrait se dire, quoi de plus normal? La personne occupe déjà un emploi, il n'y a pas de raison qu'elle compte comme chômeur. Sauf que dans la réalité, c'est tous les petits boulots précaires qui durent 6 mois, voire 1 ou 2 ans grand maximum, et qui ne sont jamais à temps complet, qui sont actuellement entre 20 et 26 heures, suivant le type de contrat choisi. Toutes ces personnes-là passent d'emblée en catégorie 5. Et là, il y a vraiment, on perd des centaines de milliers de personnes en arrêtant de compter ces gens-là. La catégorie 6 ainsi que les 7 et 8, ce sont en fait le décalque des catégories 1, 2, 3. C'est pénible à comprendre, mais c'est fait exprès. Et en fait, ce sont des personnes qui cherchent à temps complet, à temps partiel ou de manière intermittente, mais qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois précédent. Donc c'est vrai que c'est assez fastidieux à expliquer, et c'est sûrement pas un hasard. Je pense que tout est fait pour que le grand public ne s'intéresse absolument pas à ces catégories. Et surtout, j'insiste sur le fait que quand on est au chômage, pour passer d'une catégorie à l'autre, on n'a pas du tout besoin, évidemment, le conseiller n'a pas besoin de l'assentiment du chômeur, mais en plus, il ne l'informe pas. Là, je ne parle que des catégories de chômeurs inscrits à la CEDIC, donc de gens qui ont un intérêt à être inscrits à la CEDIC et à la NPE. Or, quand on ne touche pas d'allocation, on n'est pas toujours, loin de là, inscrit à la NPE, parce que la NPE, maintenant, c'est un contrôle renforcé, c'est souvent la contrainte d'occuper des emplois qu'on n'a pas forcément choisis. Donc il y a des gens qui cherchent du travail et qui quelquefois cherchent très bien tout seuls. Donc maintenant de plus en plus, on a dans nos fichiers que les gens qui touchent une allocation et qui donc doivent rester inscrits pour bénéficier de leurs droits, de leurs cotisations finalement. Mais c'est vrai que c'est loin d'être la majorité des gens. Il faut aussi compter les RMistes. Je crois que c'est 1,2 million, 1,3 million de RMistes qui ne sont pas du tout obligés, les RMistes, de pointer à la NPE. Ils sont tenus à rencontrer régulièrement une assistante sociale, à signer un contrat d'insertion, mais très souvent ils ne figurent pas du tout dans nos fichiers. On ne les a tout simplement pas, on ne les connaît pas. Donc quand on communique sur 8 à 9% de chômeurs, on est d'accord, on oublie une bonne moitié de la population des chômeurs. Oui. On est même plus parce qu'on est tout compris avec les dispensés de recherche d'emploi, avec les jeunes qui n'ont jamais travaillé suffisamment pour pouvoir s'ouvrir des droits à CEDIC, on est entre 19 et 20% de la population active. Quand M. Borloo, par exemple, prévoit les 7% pour les années qui viennent, il n'a pas de boule de cristal, il est purement logique. Il nous donne à nous, à NPE, les consignes qui vont faire que ces 7% vont être atteints. Donc c'est logique qu'on atteigne ces 7% puisqu'il nous demande d'y arriver. C'est une question d'objectif. Il y a également les chômeurs des DOM-TOM qui ne sont absolument jamais comptabilisés dans les chiffres officiels pour la France entière, alors qu'à ma connaissance c'est quand même la France. Et globalement ce qu'on peut déplorer, c'est que les médias font quand même preuve d'un extraordinaire manque de curiosité par rapport à ces chiffres-là. Parce que les médias grand public, les médias nationaux, régulièrement font des sujets sur la misère, sur les restos du cœur, tout ça c'est assez porteur, hein, on en parle. Et dans le même temps, il y a une espèce de schizophrénie médiatique qui fait que dans le même temps, ils continuent de vanter les mérites de ce pourcentage qui baisse, donc 9%, 8%, bientôt 7%. Il y a une espèce de grande mascarade. Les journalistes sont quand même pas dupes à ce point. Et c'est vrai que ce qu'on peut déplorer, c'est que si tout simplement ils faisaient le b.a.-ba de leur métier qui consisterait à demander en direction du travail ou en préfecture les chiffres, toutes catégories confondues, ainsi que les chiffres des RMistes, c'est quand même pas sorcier. Là, ils auraient une photographie déjà un peu plus réelle de l'état, du marché de l'emploi en France et de la misère qui va avec. Et ça, c'est très rare. Ils sont très rares les médias qui procèdent de cette manière et qui font cette démarche-là. Au niveau des chiffres de la NPE, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il n'y a pas qu'au niveau des chômeurs que les chiffres ne sont pas très réalistes, il y a aussi la question des offres d'emploi. Parce que c'est l'autre volet du travail d'un conseiller. Un conseiller, c'est censé récupérer les offres que spontanément les employeurs nous donnent et éventuellement aller en glaner si jamais il n'y en avait pas assez. Et donc la grande fierté des agents, c'est plus de 3 millions d'offres recueillies par an. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on voit quand on pianote, c'est facile à vérifier, sur le site anpe.fr, il y a aujourd'hui X millions d'offres en cours, le chiffre est très précis, à mon avis actualisé en temps réel. Donc on peut se dire, quand on est par exemple salarié, quand on n'a pas la tête dans le chômage, on peut se dire, où est le problème? Il y a toutes ces offres d'emploi là, même en admettant qu'il y ait 4 millions de chômeurs, voire 5, puisqu'il y a déjà 3 millions d'offres, déjà il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à. Sauf qu'une offre d'emploi,
pour la NPE, qu'est-ce que c'est? Et ça peut être absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que, là récemment, exemple réel et vécu, la semaine dernière, je reçois une offre en CDI. Ah, je me dis, par fax, offre en CDI, société de marketing, je me dis, bon, c'est un CDI, 1 heure par semaine. Et il s'agissait pendant 1 heure par semaine au SMIC de vendre je sais plus quoi dans un hypermarché. C'est un CDI d'1 heure semaine. Donc inutile de dire que même l'heureux bénéficiaire de ce CDI ne va pas aller très loin en matière de salaire, mais c'est une offre d'emploi. Et en plus en CDI. Donc là, dans les compteurs de l'agence, c'est quand même quelque chose de super valable. Parce qu'on raisonne vraiment en termes de compteurs. Il faut savoir qu'un directeur d'ANPE, il a une obsession en tête, c'est le chiffre. Il y a des chiffres à faire monter et des chiffres à faire descendre. Évidemment, le chiffre à faire monter, c'est le chiffre des offres d'emploi, et le chiffre à faire descendre, c'est le chiffre du nombre de demandeurs, du nombre de chômeurs. Alors après, il y a des subtilités. Il faut faire baisser particulièrement les chômeurs longue durée. Il faut faire augmenter particulièrement les offres d'emploi de plus de 6 mois. Régulièrement, on a comme ça des petites articulations, des choses précises qu'on nous demande, des objectifs chiffrés. Et donc au niveau des offres, c'est quelque chose pareil, de la même façon qu'on peut très facilement vérifier de l'extérieur. On va sur le site de la NPE, on choisit un métier, je ne sais pas, carreleur, fleuriste, et on cherche le nombre d'offres sur sa région. Alors il y en a plein. Et puis après, dans nature d'offres, on va sélectionner CDI ou CDD, et puis là, ça s'est dégonflé. Parce que des missions d'intérim, ça oui, il y en a, des contrats très courts, ça oui, il y en a, des temps partiels, ça oui, il y en a. Des vrais boulots qui permettent à quelqu'un de s'assurer un revenu décent, il y en a franchement pas beaucoup. Et encore une fois, c'est très facile, on peut le vérifier très simplement sur le site internet de la NPE. Un conseiller à NPE, ça évolue en fait au milieu de plusieurs publics très très différents. D'où la difficulté d'être conseiller à NPE aujourd'hui. Parce que on est entouré de différents groupes d'humains avec des objectifs complètement différents. On est entouré de chômeurs, on reçoit régulièrement des chômeurs auxquels on est confronté dans une relation théoriquement de soutien. On est aussi entouré de collègues, on pourrait dire qu'ils ont les mêmes pratiques, mais c'est pas toujours tout ça très harmonisé, donc ça peut aussi générer des frictions. Et quand il y a souffrance dans un collectif, ça se multiplie, c'est pas facile à gérer. Et on a aussi une hiérarchie qui, elle, a des objectifs radicalement différents de ceux des chômeurs. Puisque si le chômeur veut trouver un emploi, la hiérarchie veut quand même majoritairement que le chômeur sorte des chiffres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc le conseiller, il se débat au milieu de tout ça. Et il se sent quelquefois, il y a énormément de difficultés en termes presque de maladies professionnelles. On a beaucoup de dépression constatée à la NPE, on a beaucoup de collègues qui lâchent la rampe, qui ne tiennent plus le choc et qui font des pauses. Alors quand ils ont de la chance, c'est momentané et malheureusement quelquefois ça perdure. Tout ça pour dire, je ne veux pas faire pleurer sur le sort du conseiller NPE, mais quand même globalement c'est une position très difficile à tenir. Bien sûr, il y a des animateurs d'équipe et des directeurs qui font de leur mieux pour que le collectif et pour que les chômeurs arrivent à travailler en bonne intelligence et pour que ça rende service à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où ça fonctionne, il y a encore des collectifs qui arrivent à donner du sens à ce qu'ils font, mais ça devient de plus en plus difficile, réellement. Au point que même dans la hiérarchie, on commence à signaler des cas de pétage de plomb, de gens qui disent non, je ne peux pas continuer à faire ça, ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Quelque chose qui est difficile à gérer pour le conseiller, c'est tout simplement l'agressivité du public, des chômeurs qu'il reçoit. On a beau comprendre, on a beau quelquefois partager les mêmes convictions et ce sentiment d'injustice, on n'en est pas moins le conseiller. Et donc pour la personne qu'on reçoit, on est le responsable. Même si on n'est pas du tout responsable des décisions au niveau plus 1, plus 1, plus 1, même si on y est pour rien, même si à la limite on n'a pas appliqué quelque chose qu'on aurait dû appliquer, on est quand même le premier stade de l'administration. On est vraiment entre le marteau et l'enclume, et donc du coup, oui voilà, on est le responsable. Alors c'est d'autant plus difficile qu'on n'est pas dans la droite ligne de l'établissement. Il y en a beaucoup des conseillers comme ça, des conseillers qui n'approuvent pas ce qu'on leur demande de faire, mais qui sont tellement sous pression du fait d'une charge de travail énorme, qui n'arrivent pas toujours à réagir, et qui en plus sont en première ligne, et c'est vrai qu'à force ça peut faire parfois des gens aigris, parce que quand on s'en prend plein la poire de par sa hiérarchie, et également plein la poire de par les chômeurs qu'on reçoit, alors qu'on est là pour les aider, c'est vrai que quelquefois il y a de quoi trouver ça difficile.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs syndicats qui ont demandé, suite à la parution de mon livre, à ce que je sois licenciée. Des syndicats, donc, de conseillers à NPE, qui, voyant que je m'exprime sur ma pratique et qui, voyant que je suis quand même soutenue par une grande partie de mes collègues, de quelque bord qu'ils soient, et qui, quand même, alerte Christian Charpy, qui est notre directeur général, en lui disant « Que comptez-vous faire du cas Fabienne Botus ? Il faut licencier cette personne. » Ça, c'est quand même, ça émane d'un syndicat. Bon, quand même de quoi se poser des questions. En 2005, on a eu une nouveauté, le plan de cohésion sociale, qui a été inventé par Jean-Louis Borloo. Donc, décret août 2005, mis en place à partir de septembre. Et ça, c'est un bel exemple d'antiphrase, du genre de vocabulaire qu'on utilise pour désigner exactement le contraire de ce qu'on est en train de faire. Cohésion sociale, c'est magnifique comme idée, la cohésion sociale. Je veux dire, on se croirait, on est dans de la définition de concept, ça pourrait être un projet de société formidable. Et au lieu de ça, la cohésion sociale, bon, je parle que du volet emploi, puisqu'il y a un volet logement que je connais beaucoup moins. Mais au niveau du volet emploi, principalement, le plan de cohésion sociale, c'est quoi ? C'est remplacer les contrats précaires existants par d'autres contrats tout aussi précaires, qui changent de nom, et qui sont à la limite un peu moins bien que les contrats précaires précédents. Ça, c'est quand même un tour de force, et d'appeler ça cohésion sociale, c'est quand même pas mal. Quand on sait que ça tombe pile poil au moment où, en plus, on ne finance plus les formations des demandeurs d'emploi, même quand c'est des formations qui sont complètement en rapport avec une problématique personnelle, avec un retour sur le marché, on trouve effectivement que c'est très cohérent socialement. Donc moi, quand j'explique à un chômeur, par exemple longue durée, que je ne peux pas lui payer sa formation puisque le SIF, SIFE, stage individuel de formation, a été supprimé par la loi de cohésion sociale, en général, je vois le chômeur me dire, il ne me dit rien d'ailleurs en général, parce qu'il est tout blanc, il se dit c'est quand même délirant, voilà. C'est le plan de cohésion sociale qui a supprimé cette mesure SIF, qui permettait, c'était notre dernière liberté de financer des formations à des gens en sortant des critères assédiques qui sont super restrictifs. Enfin, ça, voilà, c'est un exemple de suppression pure et simple due au plan de cohésion sociale en 2005. Donc les contrats aidés qui ont été créés par le plan de cohésion sociale sont le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi. C'est quand même bonnet blanc et blanc bonnet par rapport au contrat emploi-solidarité et au contrat emploi consolidé qui existait au préalable, qu'on appelait de leur petit nom CES et SEC. Avant ça, il y avait des TUC, et avant ça, il y avait des SIVP. Mais bon, c'est toujours un peu, on change de mot régulièrement pour parler de la même chose, à savoir des contrats pour lesquels les employeurs publics et associatifs perçoivent une grosse, voire une énorme aide de l'État, mais des contrats qui sont à mi-temps ou à peine plus, et qui sont de toute façon très bornés, très limités dans le temps. Donc, officiellement, c'est un tremplin, ce contrat aidé, pour rebondir vers autre chose, sauf qu'en général, c'est un peu dans le mur que les gens rebondissent après ce genre de contrat. Parce que ça camoufle très mal la réalité, qui est qu'il n'y a pas d'emploi stable et facilement accessible, et encore moins pour une population a priori éloignée de l'emploi. Donc le travers qu'on découvre avec ces contrats aidés, mais bon, c'est pas récent, ça a toujours été, c'est que se positionnent sur des contrats destinés aux personnes très éloignées de l'emploi, se positionnent en fait des gens qui ne sont pas en galère, pour parler vulgairement, qui ne sont pas du tout en difficulté. Simplement, c'est très facile d'avoir un an d'inscription au chômage maintenant, on peut être qualifié, expérimenté, brillant, beau, on est très facilement pendant un an au chômage. Et quand on est pendant un an au chômage, dans la plupart des régions, puisque les critères sont régionaux, on a droit au contrat aidé, contrat accompagnement dans l'emploi, au CAE. Donc forcément l'employeur, il a le choix entre quelqu'un qui est au chômage depuis 10 ans, qui a eu des problèmes, qui a été en galère, qui machin, qui divorce, et aussi entre quelqu'un qui a un bac plus 4, 2 ans d'expérience, qui est au top de sa forme, ils sont tous les deux éligibles au CAE. Il va prendre le second, c'est logique. Et c'est comme ça qu'on retrouve sur ces contrats aidés des populations qui ne sont pas du tout dans le cœur de cible, comme disent les hommes du marketing.